Voici le plus grand simulateur de tremblement de terre au monde, nommé E-Defense. Sa gigantesque table vibrante peut supporter un immeuble de 10 étages et le déplacer dans toutes les directions. Avec la force des tremblements de terre les plus destructeurs du monde, E-Defense a réalisé plus de 100 tests en soumettant toutes sortes de bâtiments à différents séismes similaires. Tout cela pour apprendre à rendre les bâtiments plus résistants aux séismes. Le 17 janvier 1995, à 5h46 du matin, un tremblement de terre a frappé la ville de Kobe, au Japon. Cela a pris tout le monde par surprise. Le Japon est l'un des pays les plus sismiquement actifs au monde. Il se situe à la frontière de 4 plaques tectoniques. Et 90% de tous les tremblements de terre, et presque tous les plus puissants, surviennent aux frontières des plaques tectoniques. Mais Kobe n'est pas près de l'une d'elles. Ce tremblement de terre a été causé par une faille intraplaque, essentiellement une fissure à la surface de la Terre qui ne se trouve pas à la frontière d'une plaque tectonique. Cette faille n'avait produit aucun tremblement de terre depuis environ 1000 ans, donc la ville était complètement non préparée. Nous vous informerons dès réception des infos. S'il vous plaît, restez calme. Le séisme a atteint une magnitude de 6,9 juste en dessous d'un tremblement de terre majeur. Malgré cela, le tremblement de terre a tué plus de 6000 personnes et a laissé 300 000 autres sans abri. Plus de 80% des décès ont été causés par l'effondrement des bâtiments. Le coût économique total a été estimé à 80 milliards de dollars américains. Le gouvernement a convoqué des scientifiques pour une conférence sur la prévention des catastrophes sismiques. Et là, ils ont convenu de construire le plus grand simulateur de séisme que le monde ait jamais vu. Donc j'ai envoyé Peter au Japon pour un aperçu exclusif de l'installation. Nous entrons donc dans le plus grand simulateur de séisme du monde alors qu'il s'apprête à faire une expérience. Allons-y. En ce moment, il y a 8 murs en béton auxquels ils vont envoyer des signaux sismiques sur la table vibrante et ils vont voir lesquels sont les plus solides. Les données sismiques qu'ils vont intégrer proviennent du séisme d'El Centro, qui était un tremblement de terre survenu le 18 mai 1940. Le tremblement de terre de magnitude 6,9 est l'un des premiers avec des données sismiques réelles. D'accord, ça bouge. Waouh! Waouh, 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 waouh! Waouh! Oh! D'accord. Alors, c'est vraiment impressionnant de voir une structure aussi grande se déplacer aussi loin et aussi vite. Waouh! Le premier test que j'ai vraiment vu était sur le planning et il était indiqué bruit blanc. Donc le bruit blanc regroupe simplement toutes sortes de fréquences. Des basses fréquences, des hautes fréquences et tout ce qu'il y a entre les deux. Ils exagèrent, font 1 minute comme ça, puis un compte à rebours de 10 secondes. Et ensuite, c'est comme si, en fait, il ne se passe rien. On a voyagé jusqu'au Japon pour voir ça, alors espérons qu'au moins un mur tombe. Je ne comprenais pas pourquoi pendant longtemps. Toute structure a une fréquence naturelle. Lorsque la structure est endommagée, la fréquence naturelle augmente. Donc, en injectant un bruit blanc contenant des composantes sur une large gamme de fréquences, nous pouvons trouver la fréquence naturelle du bâtiment. Très vite, d'accord, on injecte rapidement un bruit blanc, puis on applique le mouvement sismique et ensuite on injecte généralement un autre bruit blanc. Ainsi, nous pouvons détecter un changement de la fréquence naturelle. Au centre de l'E-Defense se trouve une table vibrante de 20 mètres sur 15 mètres qui pèse 800 tonnes. 5 vérins hydrauliques de chaque côté déplacent la table latéralement. Et l'ensemble est soutenu par 14 autres vérins en dessous qui déplacent la table de haut en bas. L'ensemble de l'installation est immense. Il y a un entrepôt où se trouve la table vibrante, mais comme la demande est très élevée, tous les bâtiments sont construits dans un entrepôt séparé puis transférés ensuite. Ensuite, une zone entière abrite des moteurs géants et des réservoirs d'azote servant à alimenter la table vibrante. Oh mon Dieu, ce moteur est énorme. Cette installation permet aux scientifiques
de simuler d'anciens séismes et d'analyser leurs effets sur divers bâtiments. La table vibrante peut supporter des masses allant jusqu'à 1200 tonnes et les secouer avec des accélérations pouvant atteindre 15 mètres par seconde carrée. C'est plus d'une fois et demie la gravité de la Terre. Je sais que les avions de chasse supportent 10 fois la gravité en virage, mais c'est différent si chez vous le sol accélère plus vite qu'une chute libre. La table vibrante sert à simuler réalistiquement les séismes. Pour cela, il vous faut deux choses, un moyen d'appliquer une force suffisante de manière précise et contrôlée, et les données de signaux provenant de véritables tremblements de terre. Voici comment il procède. Est-ce que tu te sens bien en altitude, s'il te plaît? On verra. Alors, celui-ci est un actionneur. Les actionneurs eux-mêmes sont hydrauliques. Chaque cylindre contient un piston de 30 tonnes, actionné par de l'huile sous haute pression. C'est énorme. Ça fait, je ne sais pas, 1 mètre et demi de diamètre. Pour faire fonctionner la table vibrante et maintenir la pression plusieurs minutes, e-Défense nécessite d'importantes réserves de pression. C'est pourquoi une section de l'entrepôt contient de grands réservoirs haute pression remplis d'azote. Nous avons 20 de ces accumulateurs rouges en forme de sphère, donc nous accumulons la pression. Pour pressuriser ces réservoirs, de l'azote liquide est pompé depuis un grand réservoir de stockage à l'extérieur. Et lorsque ce liquide se réchauffe, il se transforme en gaz et se dilate 694 fois son volume initial. Il est relativement facile d'obtenir des pressions très élevées avec de l'azote. Ensuite, lorsque la pression est nécessaire, elle est transférée à l'huile à l'aide d'un ensemble de pistons. Pendant le test, l'huile est pompée vers les vérins par ces énormes moteurs. Même eux ne peuvent pas maintenir la pression pour faire fonctionner longtemps la table vibrante. Les réserves de pression d'azote signifient que la table vibrante peut fournir une force constante du début à la fin du test. Pendant qu'un test est en cours, l'huile sous pression doit être pompée vers les vérins par les moteurs. Le débit vers chaque vérin est réglé par des servovalves électroniques, permettant d'appliquer à la table des forces synchronisées et mesurées pour reproduire tout séisme. Les vérins ne pouvant bouger que dans une dimension, s'ils étaient fixés à la table, ils manqueraient de flexibilité et se casseraient. Les ingénieurs d'e-Défense ont donc créé des joints universels sur mesure de 7 mètres pour transmettre la force des vérins à la table vibrante. Pour simuler de réels séismes, les secousses ne peuvent pas être aléatoires. Je veux dire, chaque tremblement de terre possède un schéma de mouvement unique enregistré par un sismomètre. Les premiers sismomètres étaient essentiellement un stylo attaché à des ressorts, traçant une ligne sur un rouleau de papier en mouvement. Lors d'un tremblement de terre, le stylo vibrait et traçait le schéma de l'accélération. La trace que l'on voyait sur le papier est appelée un sismogramme. Aujourd'hui, nous utilisons des géophones composés d'une bobine de fil autour d'un aimant maintenu par des ressorts. Quand le sol tremble, les ressorts bougent et le fil oscille autour de l'aimant, générant un courant. Ce courant est enregistré pour produire un sismogramme. Pour obtenir une image complète de la façon dont la surface de la Terre se déplace dans les 3 dimensions, 3 géophones sont nécessaires, chacun orienté dans une direction orthogonale. La magnitude mesure la force d'un tremblement de terre. Le plus faible séisme ressenti par l'homme est environ 1 milliard de fois moins puissant que le plus fort jamais enregistré. C'est pourquoi l'échelle de magnitude est logarithmique. Une augmentation d'1 sur l'échelle de magnitude représente une augmentation de force d'un facteur 10 pour le tremblement de terre. Un séisme de moins de 2,5 sur l'échelle de magnitude est indétectable par l'homme. Cela se produit des millions de fois chaque année, mais ne peut être détecté que par des géophones. Les séismes de plus de 6 sur l'échelle de magnitude peuvent endommager les bâtiments, mais sont bien plus rares, avec seulement quelques centaines par an à l'échelle mondiale. Le plus puissant séisme jamais enregistré est celui du Chili en 1960, atteignant 9,5 de magnitude. Il a tué entre 1000 et 6000 personnes et causé plus de 400 millions de dollars américains de dégâts. Le caractère destructeur d'un séisme dépend non seulement de sa magnitude, mais aussi de la proximité de l'épicentre. Derrière moi se trouve ce qui était jusqu'en 2022 le plus long pont suspendu du monde. Le pont Akashi-Kaikyo relie Honshu, l'île principale du Japon, à l'île Awaji, à près de 4 km de distance. La travée centrale, la distance entre les deux tours, mesure 1990 mètres et 80 cm.
Je suis ici parce qu'à quelques kilomètres dans cette direction et à 16 kilomètres sous terre se trouvait l'épicentre du grand tremblement de terre de Hanshin en 1995. Lorsque le tremblement de terre a frappé, le pont était encore en construction et malgré sa position juste au-dessus de l'épicentre, aucune destruction majeure n'a touché la structure. Mais la terre sous le pont avait bougé et les plans d'origine ne pouvaient plus fonctionner. Les plans devraient être modifiés. C'est ainsi que le plus long pont suspendu du monde est devenu plus long de 80 cm. Après l'ouverture d'e-Défense en 2005, l'un de leurs premiers tests a comparé deux maisons traditionnelles japonaises en bois. Les maisons ont été transportées depuis la ville voisine d'Akashi. Elles ont été reconstruites sur la table et secouées à l'intensité du séisme de Kobe. La maison qui est restée debout avait été renforcée avec des contreforts en bois, des poutres et des joints métalliques, ce qui la rendait plus résistante aux tremblements de terre. L'autre n'avait subi aucune modification. Ce test a démontré que les anciennes maisons japonaises ne sont pas capables de résister à de puissants séismes. Il a également présenté une solution. Quelques renforcements structurels relativement simples et peu coûteux peuvent augmenter considérablement la résistance au séisme. En 1981, le gouvernement japonais a instauré de nouveaux codes du bâtiment pour les maisons neuves, n'est-ce pas? Ils disent « Il vous faut un amortissement sismique, des dispositifs d'isolation et des poutres en bois. » Tous les bâtiments construits après 1981 à Kobe, 0,3%. Plusieurs se sont effondrés pendant ce séisme. Parmi ceux qui ne se sont pas effondrés, 8,4%. Comme une différence d'environ 30 fois entre les maisons neuves et les anciennes, non? C'est un peu bizarre, tu vois. J'étais là le premier jour. Tu sais, je regardais la table vibrante fonctionner. Et je regarde un peu autour de moi, tout cet immense entrepôt. Et je vois une section où il y a, on dirait, des meubles Ikea. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi ça sert? Pour voir, tu sais, la sécurité dans la chambre. Oui, nous plaçons beaucoup de meubles dans le spécimen de structure. Beaucoup de blessures, n'est-ce pas? Qui arrivent lors des tremblements de terre, viennent des objets qui vous tombent dessus. Une armoire qui tombe et vous frappe à la tête, ou vous savez être écrasé par un réfrigérateur ou quelque chose comme ça. La moitié des blessures qui ont été subies à l'intérieur à Kobe étaient dues, vous savez, à des meubles qui tombaient sur les gens. Donc, l'une des missions de l'e-Defense est de déterminer comment s'assurer que les bâtiments ne s'effondrent pas, mais aussi comment garantir que l'intérieur des bâtiments reste sûr. Pour ce prochain test, ils vont injecter les signaux sismiques du grand tremblement de terre de Hanshin, également connu sous le nom de séisme de Kobe. Il n'a duré qu'environ 20 secondes, mais il avait une magnitude de 6,9 et l'accélération maximale était d'environ 0,9 G. C'est fou d'imaginer cela pour un tremblement de terre. Oh là là! Ce grondement-là. Oh mec. Oh, tout le bâtiment est... Oh. À quel point c'était court et à quel point c'était puissant, mec. Les tremblements de terre, c'est pas une blague. C'est une bonne façon d'observer un tremblement de terre, genre comment peut-on observer un tremblement de terre sans être soumis à ces secousses, n'est-ce pas? Personne n'a pu vivre le tremblement de terre de Kobe d'aussi près, sans ressentir les secousses. Lors du tremblement de terre de Kobe, nous avons enregistré des mouvements très importants, mais très brefs. En 2011, lors du séisme au Japon, nous avons observé des mouvements très longs, durant jusqu'à 5 minutes. Et celui du bas. C'est le tremblement de terre futur attendu, celui de Tokai à Nanka, donc nous prévoyons des secousses très longues. Comment prévoyez-vous le type de séisme à venir? Demandez au sismologue. Je demanderai au sismologue. Je suis désolé pour ça.
Les sismologues estiment à 70% la probabilité qu'un séisme de magnitude 8 touche la région de Tokai, où vivent plus de 15 millions de personnes dans les 30 ans à venir. La fosse de Nankai, située au large de la côte sud-est du Japon, est l'endroit où la plaque eurasienne pousse contre la plaque philippine et provoque un séisme massif environ tous les 100 ans. Mais la région de Tokai n'a pas connu un tel séisme depuis plus de 160 ans. Le gouvernement estime que plus de 320 000 personnes pourraient perdre la vie. La majorité des décès viendra probablement du tsunami de 30 mètres, mais environ 82 000, soit un quart, pourraient être dus à l'effondrement des bâtiments. Voilà pourquoi il est essentiel de se préparer au tremblement de terre. Les bâtiments nouvellement construits sont vraiment sûrs. Vous savez, ils ont une très grande résistance sismique. Donc, même lors d'un très grand tremblement de terre, vous savez, ces bâtiments peuvent résister. Sauf dans des cas extrêmes, la plupart des nouveaux bâtiments au Japon peuvent résister à la majorité des grands tremblements de terre. Donc le prochain défi est de les maintenir fonctionnels. Même sans effondrement des bâtiments, les canalisations éclatent souvent, privant les habitants d'eau et d'électricité, les obligeant à quitter leur domicile. C'est le défi qu'ils tentent de résoudre à e-Defense. Donc maintenant, nous pouvons empêcher un effondrement fatal, mais il faut maintenant réfléchir à comment éviter ce genre de perte fonctionnelle. Vous en êtes maintenant à l'étape qui va au-delà de ce à quoi je pensais, n'est-ce pas? Mon étape, c'était comment s'assurer que les maisons ne s'effondrent pas? Et vous, vous êtes like là. Oui, non, on a compris. On peut s'assurer que les maisons ne s'effondrent pas. Vous faites un travail très important. Vous rendez le monde plus sûr, vous rendez le Japon plus sûr. Vous mettez à jour les codes du bâtiment pour sauver des vies. J'apprécie qu'e-Defense montre que le Japon n'a pas attendu passivement d'autres séismes, en espérant que tout se passerait bien. Ils ont investi des milliards pour éviter que les gens souffrent de ces catastrophes. Ils comprennent que, même s'ils ne peuvent pas prédire le prochain grand tremblement de terre, ils peuvent s'assurer d'être prêts lorsqu'il se produira.